Défi 2022 en partenariat avec la revue L'Hémicycle, l'agence EPOCA et l'Institut Kantar. Un débat et un sondage exclusif pour décrypter les enjeux de l'élection présidentielle 2022. Ce mois-ci, nous parlons de pouvoir d'achat et d'emploi, l'un des thèmes de préoccupation majeure des Français durant cette campagne présidentielle. Hausse de l'inflation, pénurie de main-d'œuvre. Peut-on atteindre le plein emploi? Nous en parlerons avec nos invités dans Défi 2022 et un sondage exclusif Kantar. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Défi 2022, le dernier numéro de cette très longue série que vous avez partagée avec nous, émission 2022 en partenariat avec la revue L'Hémicycle, l'agence EPOCA et l'Institut Kantar. Émission donc la dernière pour parler du pouvoir d'achat, ça tombe bien, c'est le sujet qui est au cœur de cette campagne présidentielle, étrange campagne présidentielle, on y reviendra avec mes invités, hausse des matières premières, mais ça ne date pas de la guerre en Ukraine, des énergies et des Français qui évidemment s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat, pour le niveau de leur salaire, parce que ça pose aussi cette question du niveau de leur salaire. Et vous le verrez dans le sondage qui ont déjà décidé de se serrer la ceinture. L'inflation, elle progresse. Moins vite qu'ailleurs, on fera des comparaisons avec l'Allemagne, c'est moins rapide qu'en Allemagne. Et puis, on commentera évidemment ce sondage sur le rapport des Français avec le pouvoir d'achat, et j'allais dire presque leur pouvoir d'achat, parce que c'est un sujet assez complexe, évidemment. Avec moi, Laure Salvin. Bonjour Laure. Bonjour. Ravie de vous retrouver, directrice Kantar Public France. On parlera de ce sondage, vous l'avez. Et puis je vous indique aussi que nous dévoilerons ce soir un sondage exclusif sur les intentions de vote à 5 jours du premier tour. Et c'est un sondage, sans le déflorer évidemment, qui effectivement réserve quelques surprises. On le commentera avec vous dans quelques instants. Mes invités sont là, je vous les présente. Thibault Langsade, ravi de vous accueillir. Vous êtes le PDG du groupe Lumines. Vous êtes l'un des ambassadeurs, vous êtes 3. En charge de promouvoir l'intéressement et la participation. C'est d'ailleurs peut-être une piste qui permettrait aux salariés de pouvoir constater des revenus qui progressent. Merci en tout cas d'être avec nous. Marc Landré est là. Bonsoir. Bonjour Marc, rédacteur en chef Écho au Figaro. On reviendra peut-être, et on en parlera avec Laure, mais de ce sentiment. En 2002, il y avait le sentiment d'insécurité, une sorte de sentiment de baisse de pouvoir d'achat qui n'est peut-être pas si réel que ça, au vu en tout cas des chiffres de l'INSEE. Et puis avec nous, Serge Papin, il est avec nous en distance et à distance, et je le salue. Merci d'être avec nous, Serge Papin, ancien président de Système U. Ravi d'être avec vous, et je rappelle que vous avez œuvré à cette loi Egalim 2, parce que cette loi était importante, c'était pour valoriser le pouvoir d'achat des agriculteurs. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont très 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 heureux ces derniers temps, ces agriculteurs, parce que tout augmente aussi de leur côté. Merci en tout cas d'être là. Je voudrais vous montrer l'hémicycle. Tiens, on va regarder la une de l'hémicycle, toujours intéressant. Là, on est au cœur de l'actualité, avec des candidats. Bon, évidemment, ce sont des dessins. Emmanuel Macron est sur un nuage. Est-ce qu'il va le rester à travers le sondage Kantar? Je ne sais pas. Et puis, évidemment, Valérie Pécresse, médias politiques, la contre-addiction. Ça, c'est la revue L'Hémicycle. Laure, rentrons dans le vif du sujet. Juste quelques mots sur la couleur de ce sondage. On y voit quand même, quand on le lit attentivement, de l'inquiétude, beaucoup de pessimisme.
Sur le pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat. Tout à fait, effectivement. Je crois que là, dans les dernières semaines, le pouvoir d'achat est ressorti comme le thème prioritaire de cette élection présidentielle. Souvenez-vous, quand on avait commencé nos émissions de Défi 2022 au départ, il y avait vraiment une concurrence entre les thématiques. On ne savait pas si c'était la sécurité, l'immigration, l'environnement aussi était très proche, la santé, considérée comme très importante par les Français aussi, l'éducation aussi. Voilà. Et là, je crois que toutes les données d'opinion convergent, et c'est le thème de cette élection, c'est le pouvoir d'achat. Et effectivement, avec beaucoup de craintes de la part des Français sur ce pouvoir d'achat qui, pour eux, baisse. Alors même... Pas pour l'INSEE, rentrons dans le sujet, pas pour l'INSEE. Pas pour l'INSEE, pas pour effectivement les grands agrégateurs économiques que nous pouvons avoir, mais en tout cas, dans les perceptions des Français, c'est vraiment le cas. Thibault Langsade, Marc Landré, Thibault Langsade, votre impression sur, vous l'avez évidemment vu et lu, ce sondage, 95% des Français, ça c'est le sondage Kantar, se disent inquiets pour leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire la très grande majorité des Français, dans lequel on y inclut des retraités, dans lequel on y inclut des salariés, des indépendants, enfin, tous les Français se disent « je suis inquiet ». Ça vous surprend, ce chiffre ? Ce qui me surprend, c'est la rapidité, parce qu'il y a toujours eu un sujet récurrent sur le pouvoir d'achat des Français, que les politiques ont toujours essayé de traiter, et j'ai envie de dire qu'au début de la campagne, il était abordé. Les chefs d'entreprise sur, on va dire, la question du pouvoir d'achat, la question était de savoir comment on recrute, comment on motive, comment on fidélise les collaborateurs. Là, aujourd'hui, il y a une donnée qui est totalement nouvelle, qui est l'inflation, et qui est apparue très rapidement et qui vient aggraver cette préoccupation. Et ça, c'est très nouveau. On a un niveau d'inflation qui est à peu près record, puisque je crois qu'il faut remonter à 1985 pour avoir ce taux d'inflation. On a complètement perdu cette capacité de gestion de l'inflation. Et sur un contexte géopolitique, avec la crise de l'énergie, parce que l'Ukraine vient perturber. Il y a le post-Covid et il y a l'Ukraine. Une situation qui, on va dire, est très déstabilisante pour les entrepreneurs, c'est qu'on est dans un cycle de croissance. La Banque de France donnait ses prévisions encore aujourd'hui, on a un atterrissage entre 2,2 et 2,3, ce qui met quand même dans une dynamique de croissance forte, avec un risque tout de même de récession cet été, si la crise perdure, un niveau d'inflation important, des NAO qui ont eu lieu, donc les négociations annuelles collectives qui ont eu lieu dans les entreprises, et qui viendront à peine compenser finalement ce mécanisme d'inflation. Oui, vraiment à peine. Vraiment à peine, parce qu'en fin de compte, c'est une moyenne, et il faut tenir compte de différents secteurs. Et donc, il y a une situation qui est, j'ai envie de dire, déroutante pour les entrepreneurs, qui à la fois ont des pénuries de matières premières, ont encore des tensions sur l'emploi, parce qu'il y a une situation quand même de baisse du chômage, et donc les profils compétents sont difficiles à recruter, et dans des perspectives économiques qui sont en train d'évoluer très fortement sur un fond de revendication très fort du pouvoir d'achat. Sachant que les NAO, globalement, dans les entreprises, c'est une fois par an, ce n'est pas tous les ans, on ne va pas discuter. Et donc, que se passera-t-il en automne? Que se passera-t-il sur la fameuse rentrée sociale qu'on adore en France? On adore. Celle-ci, elle est attendue. À l'automne, elle est attendue sur un nouveau gouvernement, en tout cas forcément un nouveau gouvernement. C'est une réelle inquiétude que l'on peut avoir pour notre économie et pour le pouvoir d'achat des Français dans plusieurs mois. Serge Papin, quelques mots, puis j'aimerais entendre Marc Landré, parce qu'il y a des chiffres, notamment notre croissance, où l'INSEE hésite un peu, une inflation qui progresse. Dans quel état d'esprit vous êtes, Serge Papin? Parce que Système U, grande distribution, on entend déjà des entreprises fournisseurs, alors que les négos sont terminés, vous avez négocié avec la grande distrib, qui disent « mais attendez, ce qu'on a négocié, ça ne marche plus ». Ça ne peut plus tenir, parce que nous, nos matières premières, elles ont doublé, parce que quand on fabrique ce produit, ça nous coûte 2 fois plus cher. Donc au final, ceux qui vendent à la grande distribution n'ont plus de marge. Oui, alors d'abord, juste quand même une petite remarque d'ordre général sur la notion de pouvoir d'achat. Je crois qu'il y a une émergence là, en ce moment, au fond, d'une espèce d'attente du partage de la valeur. Et on voit bien que cette question du pouvoir d'achat, c'est au fond, comment est-ce qu'il peut y avoir une meilleure répartition entre le travail, donc pas simplement le salaire, et vous y avez fait référence tout à l'heure dans la mission de Thibault, c'est le revenu. Est-ce qu'il peut y avoir un meilleur partage? Je crois qu'on n'évitera pas ça. Et au fond,
il y a beaucoup d'attentes qui est traduite dans cette demande de pouvoir d'achat. Je crois qu'il faudra trouver des solutions pour amener un meilleur partage de la valeur, que ça soit, on va avoir l'occasion d'en parler, que ça soit par la participation, par l'intéressement, ou pourquoi pas même par une partie des dividendes qui pourrait être consacrée au corps social. Donc je pense là-dessus, il y a une vraie revendication et qui serait d'ailleurs intéressante en termes de réconciliation, semble-t-il. Et deuxièmement, je pense aussi à la notion de vouloir d'achat, au-delà du pouvoir d'achat. Parce que le vouloir d'achat, c'est au fond une consommation qui est dans la continuité de ce qui a été. Et on voit bien là qu'on est en train d'affronter un changement de société. On voit qu'il y a besoin de bouger les lignes de la consommation. C'est aussi sans doute une invitation à consommer différemment, à consommer mieux et pas forcément à consommer plus. Donc c'est ces questions-là aussi qui sont traduites dans cette revendication du pouvoir d'achat, me semble-t-il. Marc Landré, une précision dans le sondage, vous m'arrêtez de l'or si je me trompe, 6 Français sur 10, ça répond en tout cas en partie à Thibault Langsat, 6 Français sur 10 pensent que les entreprises peuvent, elles disent bien peuvent augmenter les salaires. Juste un petit état des lieux sur les chiffres. L'inflation, elle est à combien? Elle est à 4 4,5. 4,5. 4,5 en rythme annuel sur un an. Voilà, 4,5 et une croissance qui est entre 3,4 et 2,8 puisque c'est pas tranché. C'est pas tranché. La croissance avait été estimée à 4% pour 2022 et on sait que l'INSEE, dans les dernières prévisions de l'INSEE, l'impact de la guerre en Ukraine et de la flambée de l'inflation pourrait coûter 1 point de croissance en 2022. Mais ça, c'était les prévisions il y a 15 jours. Et oui. Et les choses évoluent énormément. La Banque de France a fait des prévisions sur déjà la fin de l'année 2023. On va probablement descendre aux alentours de 1,5 ou 2%. Donc on va revenir dans un étiole classique de croissance française, comme si la crise n'avait pas existé, comme s'il n'y avait pas eu le plongeon de moins 8% en 2020 et la remontée, il est remonté à 7 en 2007. C'est-à-dire qu'en basculement en un rien de temps, juste un mot sur le pouvoir d'achat, parce que vous l'observez, il y a 1000 manières d'entrer sur la question du pouvoir d'achat. Il y a le niveau des salaires, augmenter les salaires, partager la richesse, et puis il y a le choc social que ça peut provoquer. On voit des Français, là, dans le sondage, qui, on va le voir, qui commencent à se serrer la ceinture. Ils disent globalement... Et on les entend. Prenez Emmanuel Macron qui s'est déplacé la semaine dernière, je crois que c'était à Dijon, avec François Rebsamen. Il a été interpellé par des Français qui disaient « nous, on ne s'en sort plus ». Je veux dire, quand vous mettez un plein à 160 € dans la voiture, je veux dire qu'il faut aller travailler, on n'y arrive plus. Je suis obligé, moi je me rappelle de ce père de famille qui disait « je ne peux pas partir en vacances, je ne peux pas offrir de cadeaux à l'anniversaire de mes enfants parce que le coût de la vie est tellement important, il a tellement augmenté qu'aujourd'hui je me serre la ceinture, je suis devenu un nouveau pauvre, je suis devenu un salarié pauvre. » Alors, et la classe moyenne, c'est la classe moyenne. C'est la classe moyenne, c'est le fameux déclassement de la classe moyenne. Et oui, Laure Salvin, pour compléter cet élément-là, c'est intéressant. Alors, tout à fait. D'abord, quelques points de repère. Donc, 95% des Français constatent une hausse des prix de manière générale. Donc, en effet, là, c'est vraiment très clair. Et 7 Français sur 10 considèrent que des informations fausses ou trompeuses circulent sur le pouvoir d'achat. Vous savez, c'est une question qu'on suit depuis le départ. Et vraiment, cette campagne, elle a été marquée aussi par ça, c'est-à-dire ce sentiment qu'ont les Français qu'on ne leur dit pas la vérité sur un certain nombre de sujets. Quand la télé, on voit l'INSEE qui nous dit le panier, c'est plus 1, eux, en fait, dans leur réalité, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Et puis, ils sont très inquiets pour leurs enfants et leurs petits-enfants aussi. Un Français sur deux considère que leurs enfants ou leurs petits-enfants auront moins d'argent et leur pouvoir d'achat sera moins élevé. C'est beaucoup plus élevé notamment que dans les autres pays européens. Et qui en souffre le plus? Et ça, ce sont des données intéressantes selon les Français aussi. Finalement, ce sont les jeunes et les étudiants en premier qui sont considérés comme ayant le plus de difficultés financières, derrière les parents isolés et puis les familles. Donc, vous voyez, ça regroupe finalement... Victimes de la crise Covid, ces étudiants, puisqu'on en a beaucoup parlé de ces étudiants. De la crise Covid et puis de l'augmentation aussi finalement des matières premières, du prix de l'alimentation, etc. Je vous pose la question à 2 chefs d'entreprise, enfin en tout cas Thibault Langsat et à vous Serge Papin, puisque vous n'avez pas répondu à ma question, mais on est dans quelle situation par rapport aux tensions autour des produits agricoles, ceux qui nous servent à fabriquer le pain, les pâtes, des produits de nécessité, j'allais dire presque de première nécessité. Qu'est-ce que disent les fournisseurs aujourd'hui de la grande distribution? Il faut repartir au négo, il faut réaugmenter les prix. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que là aussi, il y a des tensions terribles. Il
il faudrait surtout quitter le rapport de force. Le problème, c'est que c'est très compliqué. Vous savez, il y a un round de négo qui a lieu chaque année. Et donc, c'est un peu la loi du plus fort. Ça faisait partie des recommandations qui ont été faites par Egalim 2, qui n'ont pas été retenues tout de suite, mais je pense que ça va faire partie des projets pour ce nouveau mandat. C'est-à-dire, au fond, comment on pluriannualise les liens pour qu'il puisse y avoir, comment dirais-je, un partage de la valeur sur l'ensemble de la filière. Et du coup, il faudra bien aussi que si on veut consommer français, si on veut consommer des produits de qualité, respectueux de l'environnement, de la santé, accepter qu'il y ait une petite hausse sur les produits alimentaires. Alors, si on fait son marché aujourd'hui, si on prend le temps de le faire en achetant des produits de saison à la saison, bien sûr, il faut passer en cuisine. C'est-à-dire, si on achète un peu des produits bruts, on aura une augmentation à la portion qui sera très faible. Plus on va aller vers l'achat de produits transformés, plus l'inflation va se faire sentir. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est une invitation aussi à changer son mode de consommation. Si on veut juguler, si on peut dire, à son niveau personnel, les inconvénients de l'inflation, il faudra sans doute changer la composition du caddie un petit peu. Mais Serge Papin, juste d'un oui ou d'un non, est-ce qu'il y a des tensions en ce moment entre les fournisseurs, entre le monde agricole notamment, et les réseaux de grande distribution et les centrales d'achat? Puisque là, les négos, ça va être compliqué quand même. Il y a des tensions alors pour les produits agricoles, et heureusement qu'il y a eu Egalim 2, qui permet de rendre non négociable la part des matières premières agricoles dans le prix du produit à partir d'un indicateur de coût de production. Donc ça va se traduire là, on va en avoir les effets. Heureusement, si on n'avait pas ça, l'agriculture aurait été encore la variable d'ajustement à la guerre des prix. Mais les transformateurs ont le sentiment aujourd'hui d'être pris un peu entre la puissance des distributeurs et la non-négociabilité des produits de matières premières agricoles. Donc là, il y a un sujet, oui, sans doute, parce que c'est des éléments exogènes, hein, quand le carburant augmente, quand l'énergie augmente, quand le plastique augmente, etc. Ce sont des éléments qu'il faudra bien traduire. Donc si on veut lisser ça un petit peu, c'est pour ça qu'il faut revenir, sans doute, il faudra probablement un Egalim 3 à l'entrée du nouveau mandat pour essayer ça avait été long, l'Egalim 2 déjà. La filière et de sortir de ce rapport de force. Thibault Langsad, choc social, puisqu'on parle de la rentrée sans se projeter trop, mais même dans les semaines qui viennent, on l'a entendu avec Marc Landré, l'inflation va encore probablement progresser. L'Allemagne est à plus de 7%, 8%, donc on est encore très loin de l'Allemagne. Plus grande dépendance que nous, elle est au gaz. Exactement, et aux énergies. C'est pour ça. Vous avez été candidat à la présidence du MEDEF il y a quelques années, mais comment vous regardez ce qui se profile devant nous? Choc social, choc sur les salaires. Il faut que l'ensemble des patrons, des entreprises disent on n'a pas le choix, il faut véritablement faire un effort. Il y a beaucoup d'épargne, malgré tout, on a beaucoup épargné pendant cette crise Covid. C'est quoi les options possibles? Non, mais avant le choc social, il va y avoir une difficulté pour les entreprises, parce que si le coût des matières premières continue à augmenter, il y aura une répercussion sur les prix, et ça participera à cette tendance inflationniste. Le prix de l'énergie, le Conseil d'analyse économique a essayé de nous rassurer, mais je suis assez surpris de son calcul, parce qu'il considère que s'il y a une crise énergétique, ce serait à peu près 100 € par Français, ce que je retrouve relativement fait par rapport à l'Allemagne qui est à 1 000 €, enfin à 900 €. Mais si ça dure, le prix de l'essence, c'est quelque chose qui est un marqueur extrêmement fort. Et je doute que les Français s'en contenteront. Néanmoins, il y a une pénurie sur des composants qui vont empêcher certaines industries de pouvoir fonctionner correctement. Et donc là aussi, on aura une tension sur les prix. Et donc, le regard auquel il faut qu'on fasse attention, c'est sur les entreprises, parce qu'évidemment, les dommages collatéraux interviendront sur le pouvoir d'achat, interviendront sur l'emploi. Thibault Langsad, c'est pas du côté entreprise. Je dis juste, il faut commencer par poser un diagnostic sur ce qui va se passer pour les entreprises, parce qu'il y aura un ralentissement. Le second point, par effet dommages collatéraux, il y aura un sujet sur évidemment le pouvoir d'achat. Et là, demander aux entreprises
comme le disent certains candidats, de rehausser le SMIC, et quand on sait les effets nocifs d'un réajustement du SMIC avec un tassement qui va s'opérer sur les autres salaires, et après la capacité faible que les entreprises ont à reprendre des augmentations, c'est extrêmement dangereux. Donc il va falloir utiliser des dispositifs provisoires qui permettront de pouvoir alléger quand les entreprises auront la capacité, parce que l'entreprise, elle ne peut pas redonner plus d'argent qu'elle n'a, quand même il y a une tension dans son entreprise. Donc c'est le quoi qu'il en coûte. On refait un non, mais excusez-moi, il n'y aura pas de quoi qu'il en coûte. Il y aura probablement... Enfin, je vais laisser la... Il ne peut pas y avoir de quoi qu'il en coûte. J'essaie de comprendre, moi. On va bientôt approcher les 3 000 milliards de dettes. On est à 2 800 par le fonds de contrôle. On n'est plus à ça près. Mais oui, mais quand on voit la capacité qu'on a à faire des chèques sur des bons d'essence et quand on voit ce que ça coûte derrière, donc il va falloir inventer des instruments de flexibilité qui se fera au détriment, je pense, des contributions sociales, patronales, pour essayer de redonner de la flexibilité sur les entreprises qui ont un peu de capacité financière, qui veulent fidéliser, motiver, recruter leurs collaborateurs. Mais il y aura probablement une tension. J'ai entendu dividende sur le poids dans la bouche de Serge Papin. Le problème, c'est que le dividende, il faudra attendre 2022. Bien sûr. Les mécanismes de redistribution qui sont l'intéressement, la participation, et vous avez tout à fait raison, Serge, de les mettre en avant, mais ce sont des mécanismes qui devront attendre la clôture des résultats des entreprises. Donc ce sera juin 2023 et en fonction des résultats. Donc il va falloir des dispositifs qui soient plus flexibles, qui vont inciter les entrepreneurs à reverser s'il y a une tension, une pression, et qui veulent continuer à motiver, fidéliser leurs collaborateurs. Quelques mots concrets, Marc Landré, parce qu'il y avait un élément intéressant, là, c'était les postes, les secteurs dans lesquels les Français étaient inquiets. Je ne sais pas, je crois que c'est le slide précédent, me semble-t-il, parce que là, on est sur les charges patronales, qui est évidemment en lien avec ce que disait Thibault Langsade, mais très concrètement, c'est les secteurs où les Français, très concrètement, sont impactés. Et alors, c'est vrai que cette étude, elle est particulièrement intéressante, notamment sur ce qui pose vraiment problème aux Français aujourd'hui, ce qui les préoccupe. Et notamment, on a posé une question ouverte et on voit que ce qui émerge énormément, c'est justement le prix de la voiture et le prix de l'essence. Mais il est très gilet jaune, ce sondage. Et l'état de l'opinion, je trouve, est très gilet jaune à une semaine de l'élection présidentielle. Les gilets jaunes n'ont jamais été autant soutenus par les Français qu'aujourd'hui. Ils sont plus soutenus par les Français aujourd'hui que ce qu'ils l'étaient à l'époque. Par un effet décalage de la forme de compréhension des... Eux, les Français, les premiers gilets jaunes, si je m'autorise. Tout à fait. Qu'est-ce qui les préoccupe aujourd'hui? C'est d'abord l'énergie pour chez eux, en termes de chauffage, de gaz, d'électricité. Et puis en deuxième position, c'est le carburant pour leur voiture. Et aussi, je pense que, alors nous, on est tous franciliens, on est peut-être un peu déconnectés de l'intérêt et surtout du côté indispensable de la voiture en province. Et les Français nous le rappellent aussi dans ce sondage. On leur a posé une question, on leur a demandé également sur quoi ces derniers temps vous aviez fait des concessions, qu'est-ce que vous aviez laissé tomber finalement. Eh bien, ils nous ont dit changer de voiture, typiquement, alors que j'en avais besoin, que la mienne ne marchait plus, que je fais des réparations de plus en plus importantes sur ces réparations-là. Ce que j'ai aussi laissé tomber, c'est l'amélioration de mon logement. On a beaucoup parlé rénovation thermique, rénovation énergétique. Les Français nous disent mais le reste de la charge était lourd. Exactement. Et puis enfin aussi les loisirs, tout ce qui fait plaisir en fait. Quelque part, vous le disiez, vous parliez de personnes qui n'arrivaient pas à faire des cadeaux pour les anniversaires de leurs enfants. Et je crois que c'est important, Serge Papin le disait aussi, il y a ce côté pouvoir d'achat, mais aussi qu'est-ce qu'on a envie de s'acheter aujourd'hui. Et les Français, aujourd'hui, ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas s'acheter ce qu'ils souhaiteraient. Peu importe que ce soit dans le panier moyen de la ménagère ou du ménager, mais en tout cas, ce sont des produits qu'ils n'arrivent pas à s'offrir à l'heure actuelle. C'est un panorama que vous nous décrivez à travers ce sondage bien sombre, Marc Landré. C'est-à-dire que ce sont des Français qui, derrière cette espèce de paradoxe, le chômage a baissé, 7,4, il baisse encore. Et ils n'ont pas perdu de pouvoir d'achat pendant la crise. Et ils n'ont pas parce que le complètement incroyable. Le quoi qu'il en coûte a fait qu'il n'y a pas eu de perte de revenus, ou alors très marginale, pour la grande majorité des Français, et comparativement aux autres pays étrangers. Mais qu'est-ce qui se passe alors? C'est un sentiment. Et puis, vous le disiez, c'est le fameux sentiment de perte de pouvoir d'achat. Vous avez l'impression de perdre en pouvoir d'achat parce que vous allez plus facilement et plus souvent faire le plein
dans votre voiture que ce que vous allez acheter un écran plasma. Alors le prix de l'écran plasma, il baisse. C'est vrai. Donc, dans le panier de biens, il minore l'inflation. Alors que vous allez beaucoup plus souvent faire le plein de votre voiture et comme les prix augmentent, vous avez l'impression que machinalement ça augmente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème sur la définition du panier de biens qui peut-être ne représente plus forcément ce qu'est aujourd'hui la consommation moyenne des Français. Je suis un peu abrupt. Je pense aussi que là, on se recentre sur les problèmes franco-français. Je dirais, n'oublions pas qu'on est dans le cadre d'une élection présidentielle et j'ai un peu l'impression que crise du Covid et Ukraine est mis entre parenthèses aussi par les Français. On en revient finalement à la situation d'avant la crise Covid où on était quand même en plein post-gilet jaune. C'est vrai. Mais tout est lié parce que je veux dire, les questions de pouvoir d'achat, elles sont liées aussi à la crise en Ukraine parce que ça a un impact sur les coûts de l'énergie, sur les prix à la pompe. Enfin, il y avait quand même un peu de soleil dans nos têtes quand on voyait les chiffres de croissance, quand on voyait le ministre de l'économie qui venait à la télévision nous dire attendez, l'économie elle est repartie, le chômage baisse à vitesse grand V. On parlait même quasiment de plein emploi, puisque c'est ce qu'a évoqué Elisabeth Borne, aux alentours de 5,5. Enfin, en tout cas, c'est le chiffre évoqué. Tout d'un coup, on s'est dit mais c'est reparti. Et puis tout d'un coup, tout s'effondre avec un nuage de points où on voit que du pessimisme, des gens qui sont inquiets. Bon, après, structurellement, les Français sont plus pessimistes que les Mozambiquais, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Naturellement. On est des gens un peu pessimistes. Mais vous en pensez quoi, Thibault Langsade ? Espèce de moment comme ça, un peu d'euphorie, d'embellie économique. Et puis là, ce soir, on dresse un bilan qui est quand même très sombre, même pour celui qui va arriver quand même. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est sans précédent quand même. C'est que cette rapidité, cet enchaînement fait qu'on sort d'une crise Covid, alors qui a été quand même extrêmement éprouvant pour les entrepreneurs, mais également pour les salariés, enfin pour l'ensemble des Français. Accompagné par l'État quand même. Accompagné par l'État, qui a permis de maintenir un pouvoir d'achat, qui a permis de sauver des entreprises, parce que pour le moment, quand on regarde le taux de défaillance d'entreprise, elle est inférieure à tout ce qu'on a jamais auto-enregistré. Et quand on regarde la capacité des entreprises à apurer finalement les différentiels de charges, ça se passe très très bien. Et donc il y a une forte résistance de la part des entreprises sur une dynamique de croissance qui était soutenue. Et là, c'est un revirement de situation extrêmement rapide. Et il y a tout de même un risque de récession à partir de cet été, si la situation n'évolue pas. Les perspectives de croissance, comme le disait Marc, nous remet à peu près dans l'épure des années passées. Mais il y a tout de même un risque, si la crise perdure sur la partie ukrainienne, avec les évolutions dont on peut imaginer. Les Italiens sont extrêmement inquiets. Quand on regarde la Confindustria qui émet des signaux d'alerte, parce qu'ils ont l'équivalent du Mittelstand, on va dire, Italie, qui dépend de ces réseaux d'entreprises de taille intermédiaire, sont très déstabilisés sur la partie industrielle, parce qu'ils sont très dépendants du coût de l'énergie. Ce sont des dominos qui vont commencer à bouger et qui peuvent nous mettre dans une situation extrêmement tendue d'un point de vue économique. Un mot, Marc Landré, parce que Serge Papin veut prendre la parole et j'aimerais qu'on bascule sur la seconde partie, sur le rapport des Français à l'égard des candidats sur ce sujet pouvoir d'achat, avant de découvrir ce sondage exclusif sur les intentions de vote. Sur le risque de récession, il faut bien comprendre qu'il est réel, parce que la France est extrêmement dépendante de l'économie allemande. Or, l'économie allemande est beaucoup plus impactée par la guerre en Ukraine que ce que ne l'est pour l'instant l'économie française. Et donc, par effet de domino, par effet de ricochet, à partir du moment où l'économie allemande, qui elle a beaucoup plus de risque de tomber en récession plus vite que la France, ça devient effectif. Il y aura évidemment une répercussion en France. Et là, le quoi qu'il en coûte pourrait être effectivement réactivé parce que c'est la grande philosophie, c'est le grand enseignement de ces 2 dernières années, y compris auprès des entrepreneurs. Mais oui. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'on a un problème, vers qui on se tourne ? L'État. Mais oui. L'État protecteur, l'État. Ça fait sourire Thibault Langsade, mais c'est vrai. C'est l'État édredon maintenant. Parce que moi j'ai été au Petite MEDEF, révolution. Et on s'inscrivait dans une dynamique de combat. Alors ça date un peu, mais tout sauf l'État. Et je n'ai jamais vu autant les organisations patronales, je ne vais pas dire faire le mode, parce que ce n'est pas le terme qui est adapté, mais devenu keynésien. J'espère que le gouvernement, j'espère que le quoi qu'il en coûte se transformera sur une choc de simplification massive qui est probablement là nos points de croissance. Oui, ça c'est intéressant. Et c'est un vieux serpent de mer. Mais si on veut désenclaver notre économie, d'ailleurs, il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment. On ne parle plus de plan d'économie durable, on ne parle plus, on va dire, de ce qui nous a préoccupés en partie pendant la campagne sur l'écologie et sur le développement responsable. On n'en parle plus. J'ai envie de dire merci Total, merci Dassault, pour pouvoir faire de l'essence. qui avant était impensable. Je veux dire, il faut juste imaginer qu'il y a encore quelques semaines, on refusait l'entrée de Total comme partenaire officiel des Jeux Olympiques parce qu'on considérait que c'était une entreprise qui n'avait pas fait suffisamment d'efforts sur son développement durable. Heureusement qu'on a Total aujourd'hui pour nous mettre dans une position de maintien par rapport à l'Allemagne ou par rapport aux autres pays. Tiens, d'ailleurs, Total a raison de rester en Russie.
Il y a eu ce débat. J'ai posé la question à Jean-Pierre Raffarin le mois dernier. Je lui ai dit, mais est-ce que ces entreprises, Auchan et quelques autres, et Leroy Merlin, doivent ou pas rester? Il a dit, c'est aux entrepreneurs de choisir. Est-ce que Total doit rester, doit garder ses actifs British Petroleum? Personne ne lui demande de partir. Personne ne lui demande de partir. À part les citoyens, mais je dirais, l'État français, les politiques ne demandent pas à Total de partir. Vous en pensez quoi, Thibault? Donc ça doit être sur un effet patriotique. Si vous avez une entreprise... oui, mais c'est pas ça, c'est que si vous avez une entreprise qui est essentiellement composée de Russes, ce qui est le cas, qui produit pour l'activité russe. Bon, alors, quand vous êtes au champ, vous faites venir des produits, et ça, Serge va nous en parler, vous faites venir vos produits, donc... je pense que là, il y a des questions qui doivent se poser de façon individuelle. Les industries pharmaceutiques, elles ont quasiment leurs principes actifs qui sont sur place. Donc, fermées, pourquoi? non, mais c'est un sujet. C'est même pas fermé. En fait, c'est une forme d'expropriation ou de nationalisation de fait. Non, mais je citais British Petroleum. Ce sont des capitaux, ce sont des investissements. BP en Angleterre, ils sortiraient leur bille, on est d'accord. Voilà. C'est une perte sèche. C'est une perte sèche de 4 milliards. Ne laissons pas sous-entendre que les entreprises qui restent pour des raisons qui lui sont propres, elles soient dans une logique de collaboration. Non, mais c'est intéressant de vous entendre. Et il faut prononcer le mot. Les entreprises qui restent, elles ne sont pas dans une logique de collaboration. C'était important de vous poser la question. Serge Papin, vous vouliez intervenir parce qu'on a balayé beaucoup de sujets, tant sur le pouvoir d'achat, des secteurs du quotidien pour les Français. Excusez-moi de la reposer de manière un peu abrupte, mais j'entends un chef d'entreprise qui dit, attendez, les entreprises, elles ont déjà des surcoûts par les matières premières, elles ne peuvent pas augmenter indéfiniment les salaires. Et puis en même temps, qui paie, Serge Papin? Comment on réorganise tout cela pour réembellir un peu le mental des Français? D'abord, dans la notion de ressenti du pouvoir d'achat, il y a des dépenses sur la technologie qui sont très fortes et qui augmentent sans arrêt parce que les abonnements divers et variés, et finalement, les variables d'ajustement qui étaient, par exemple, le budget alimentaire, du coup, il est rendu, lui, à un plancher. On est à 10% du budget des ménages. On était à 30%, je le rappelle, il y a une trentaine d'années. Et on voit bien qu'il y a certaines dépenses, comme les loyers, évidemment, les abonnements divers et variés, pèsent sur le pouvoir d'achat. C'est pourquoi il y a un ressenti, alors même que ce qu'expliquait Marc-André, il y a eu, et d'après l'INSEE, une augmentation. Donc je crois que pour se sortir de tout ça, il faudra bien poser sur la table la notion de salaire et la notion de revenu. Je pense qu'on ne pourra pas faire grand-chose au niveau des salaires. Un peu sans doute, mais ce n'est pas ça qui fera un rattrapage significatif sur le pouvoir d'achat. En revanche, si on arrive à mieux répartir les fruits de la croissance, en rendant, comment dirais-je, il faut qu'il y ait une loi qui oblige peut-être à un meilleur partage des résultats, à condition qu'il y ait un certain nombre de dispositifs qui existent. Par exemple, que ces résultats ne puissent pas être siphonnés par des holdings avant, par exemple, leur apparition. Donc, il y a une notion de réconciliation autour de ce partage, me semble-t-il, qui fera que, du coup, on quittera ce rapport de force pour qu'il y ait une transparence et que les entreprises puissent dire, voilà ce qu'on a gagné, donc voilà ce que l'on peut partager, une partie. Il y a pas mal d'entreprises qui le font. Et à ce moment-là, elles ont un dialogue social de bon niveau, elles ont au passage de belles réussites. Et il faut que ça soit généralisé. Et à ce moment-là, on parlera évidemment d'une hausse potentielle des revenus et on quittera ce rapport de force qui est sans fin sur les augmentations de salaire. Il faut qu'on arrive à ça. En tous les cas, ça vaudrait le coup qu'avec ce nouveau mandat, on pose ce débat. Je n'ai pas toutes les solutions, mais c'est intéressant de le poser vraiment, me semble-t-il. Bon, Serge Papin, vous lancez notre deuxième partie, ce qui nous permet d'aborder cette deuxième partie, c'est-à-dire on vient de traiter d'un panorama diagnostique de pouvoir d'achat, de cette relation des Français avec leur niveau de vie. Seconde partie, les Français, comment regardent-ils les candidats justement à l'aune de ce thème du pouvoir d'achat? C'est notre seconde partie.
On avance doucement, Laure Salvin, et on va découvrir dans quelques minutes ce sondage exclusif intention de vote qui réserve quelques surprises. Vous savez, je fais quand même un tout petit peu monter la tension autour de ce sondage. Bah oui, Thibault Langsat. Attention à ne pas décevoir. Attention à ne pas décevoir ou à décevoir, je n'en sais rien, je vais rester neutre. Quand même, qu'est-ce que disent les Français à l'égard sur la thématique pouvoir d'achat, à l'égard des candidats? Parce que c'est vrai que vous l'évoquiez, les candidats, ils ont un peu arrosé large. SMIC à 1400 net pour Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen a fait basculer sa campagne sur une campagne de pouvoir d'achat. Elle a senti l'enjeu politique. Qu'est-ce que disent les Français, Laure? Alors, déjà, ce que disent les Français, c'est qu'il n'y a aucun des candidats aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui remporte une majorité de confiance, en tout cas, d'adhésion de la part des Français en matière de pouvoir d'achat. Vraiment, aucun candidat. Tant Emmanuel Macron était très haut sur certains sur items. mondialisation, Exactement. Europe, etc. Là, effectivement, il n'y a personne qui est au-delà de 40%. Et Emmanuel Macron, 36% des Français lui font confiance pour améliorer le pouvoir d'achat en France. Juste après, on a Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen à égalité, 25% de Français qui lui font confiance pour améliorer le pouvoir d'achat en France. Et puis enfin, Valérie Pécresse, 20%. Donc déjà, c'est vraiment un enseignement majeur, c'est-à-dire que sur le pouvoir d'achat, justement, les Français ont le sentiment qu'on ne le prend pas suffisamment en compte et surtout que les hommes politiques aujourd'hui n'ont pas les solutions pour l'améliorer. C'est ce que j'allais vous dire, Marc Landré, Thibault Langsat, Serge Papin. Il y a à la fois le casse-tête pour celle ou celui qui va arriver au pouvoir dans quelques semaines, qui sera élu président de la République, mais globalement, ça reste quand même un casse-tête pour un gouvernement ou un président en exercice lorsqu'il est confronté à un débat de pouvoir d'achat. Enfin, les gilets jaunes, juste pour se rappeler ce qui s'est passé, ce sont quand même des gens à l'origine qui avaient refusé une augmentation de l'essence pour financer d'ailleurs une politique environnementale autour du climat, puisque c'est de ça dont il était question. C'est un casse-tête, cette question du pouvoir d'achat, politiquement. Je pense que ça l'est moins que ce que ça l'a été, parce qu'aujourd'hui, l'argent, il n'a pas d'odeur. Il est distribué à tire-larigot. Donc, la grande différence par rapport à 2019 avec les Gilets jaunes, c'est qu'on avait encore une pudeur de puceau en 2019. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'osait pas trop y aller. Là, maintenant, avec le Covid et la crise, on a dépensé sans compter. Et maintenant, regardez dans la campagne, regardez depuis 4 mois, depuis qu'on a la crise ukrainienne, enfin, des primes, des aides. Des primes, des aides. Là, la prime inflation, là, le chèque carburant, là, le blocage des prix. On a demandé quand même un effort de 9 milliards à EDF sur le bouclier tarifaire d'électricité. Vendre son électricité au prix. Et on se le prendra en boomerang. Quand je dis on se le prendra, les Français se le prendront en boomerang, parce qu'à un moment ou à un autre, la justice va rappeler alors l'État français en lui disant tu as bloqué les tarifs d'EDF, tu n'as pas le droit, et donc EDF est légitime à pouvoir augmenter. Et à ce moment-là, c'est nous qui payerons avec notre facture d'électricité. Ouais, vous nous dites gentiment, Marc Landré, ce que les Français sentent, c'est qu'on a eu plus 29% d'augmentation de l'énergie, qu'on a bloqué cela jusqu'en septembre, me semble-t-il, et qu'à partir de septembre, on va lâcher les vannes. Oui. On va lâcher les vannes. En tout cas, si nécessité fait foi, on trouvera les ressources financières pour pouvoir continuer à alléger, à compenser la surcharge tarifaire pour les Français. Enfin, Thibault Langsat, on parle des citoyens, on parle des salariés, puis on parle des entreprises, parce qu'elles consomment aussi de l'énergie. Mais les Français, les entreprises, je finis juste là-dessus, on a déjà fait. Il y a un sondage très intéressant ce matin de la CPME qui démontre que pour justement compenser la hausse des coûts de l'énergie des salariés, les entreprises rognent sur leurs marges. Ça a commencé. Vous le confirmez ? Oui, bien sûr, on le confirme, mais il va falloir qu'ils continuent à vendre leur prix dans des conditions acceptables. La seule chose, c'est que, par tradition en France, il y a un moment où on remet les entreprises à contribution. Bon, voilà, c'est un principe. Je vous sens un peu blasé sur le... Mais c'est pas que je me sens un peu blasé, c'est qu'il y a beaucoup de promesses qui sont tenues et d'autres qui ne le sont pas. Ouais. On a eu un quinquennat où globalement les entreprises ont été massivement soutenues et les promesses ont été tenues, mais ça n'a pas été souvent le cas par le passé. Et ils ont été plus sous ce quinquennat. Exactement. Non, ils ont été moins sur ce quinquennat que sur le précédent. Que sur le précédent, compte tenu du CICE, du pacte de responsabilité, qui a permis probablement d'avoir des effets extrêmement positifs. Et donc le risque, c'est que quand vous avez une dette publique qui commence à augmenter et qui se rapprochera probablement des 3 000 milliards, il y a un moment où il va falloir qu'on rembourse, ou en tout cas qu'on donne des gages. Et souvent, les entreprises sont tout de même mises à contribution de façon directe ou indirecte. Et le risque, il est là. Et donc,
Sur les salaires, il y aura la tentation de réindexer le SMIC compte tenu de la façon dont il est calculé. Et on sait que des augmentations significatives de SMIC a un effet difficile, on va dire, sur la masse salariale des entreprises. Oui. Et puis, les entreprises, elles ne pourront pas distribuer plus qu'elles n'ont pas. Donc, ça prendra du temps. Et donc, tout ceci coagulera probablement un mécontentement à un moment ou un autre, et ce sera au pouvoir politique. La seule chose que je vois, c'est la capacité que pourraient avoir certaines entreprises, avec des instruments flexibles, de pouvoir, on va dire, retenir, servir en fonction de la performance qu'elles pourraient en avoir. On a les outils. Encore faut-il que les entreprises soient en capacité de faire de la performance. S'il n'y a pas de performance, non seulement elles embaucheront moins, mais il y aura de la tension, évidemment, sur les salaires, parce qu'il y aura une correction qui s'opérera sur le pouvoir d'achat. Laure, quelques mots, et Serge Papin, vous voulez peut-être compléter ce que vous venez d'entendre sur ce rapport, parce que c'est intéressant, je le redis, ceux qui nous suivent depuis presque 10 mois maintenant, enfin en tout cas depuis le mois d'octobre, Emmanuel Macron, sur beaucoup d'items, était à plus de 55%, forme de fiabilité autour du président sortant, pas sur le pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'il a failli, ou alors les Français sont totalement désespérés, ils ne croient plus en rien. Et ils ne sont pas reconnaissants. Ou en tout cas, ils n'ont pas su percevoir finalement ce qui avait été fait. Oui, Ce n'est pas forcément que la reconnaissance, c'est qu'ils ne l'ont pas perçu, ils ne l'ont pas vu. Ce qui est intéressant, justement, c'est 75% des Français aujourd'hui considèrent que la campagne ne leur a pas permis de faire un choix éclairé et 67% que les sujets importants n'ont pas été abordés pendant cette campagne. Et effectivement, avec le pouvoir d'achat et les scores des différents candidats, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été C'est le paradoxe des sondés. C'est pas structurellement comme ça à chaque élection présidentielle. Est-ce que les Français n'ont pas l'impression qu'on n'a pas abordé les vrais Moi, j'ai déjà entendu. Sujets, voilà. Il y a comme un air de déjà-vu. C'est pas à ces niveaux-là. Très franchement, Mais ça, là, c'est on a haut, quand même. vraiment. Il n'y a pas eu de campagne, Thibault Langsat, puisqu'on va aborder le. J'avoue que je suis un peu perdu parce que pour avoir mis en avant, on en parlera peut-être beaucoup, sur une question qui touche le pouvoir d'achat, qui est le dividende salarié, c'est le meilleur partage de la valeur. Depuis le mois d'octobre, j'ai essayé de placer ce sujet et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait pas d'espace. La sécurité était un thème, il y avait une dynamique autour de la souveraineté. Voilà, ça et on revient, peut dire que... Là, ça revient, là. Ça revient en force, compte tenu d'une situation, mais pendant la phase de préparation de la campagne... non, ce n'étaient pas les sujets que les Français, en tout cas... que les politiques pensaient que les Français avaient envie d'entendre. Oui. Y compris que les Français, c'est vrai, dans les données d'opinion, ce n'était pas le pouvoir d'achat qui arrivait en premier. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être aussi on aura volé un ou il n'y a effet... pas eu de campagne, excusez-moi. Non, moi je pense qu'il y a aussi un effet psychologique post-traumatique, c'est-à-dire traumatisme après Covid, crise et crise en Ukraine, et guerre en etc. Et Ukraine. donc là, en fait, on se retrouve vraiment. Moi, j'ai l'impression que quand on sonde l'opinion et quand on interroge les Français, on retrouve les Français de 2018-2019. On est quoi ? On est apathique, on est dans les phares, on est dans les angoisses. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse aussi. Et puis le sentiment que finalement, on a peut-être perdu du temps. Alors, pas de notre faute, hein, on a eu quand même cette crise du Covid, etc. Mais finalement, que rien n'a été fait dans ce domaine-là du pouvoir d'achat. D'où le faible score peut-être du président Macron sur cette question du pouvoir d'achat, qui n'était pas le même. Un mot, Thibault Langsat, Serge Papin et le sondage. Il y a quand même beaucoup de candidats de gauche. Ils ne se sont pas distingués sur cette question du pouvoir d'achat. Ils pèsent 20%. Non mais il faut 30%. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des sujets auxquels ils ont, je ne vais pas dire légitimité, c'est pas le terme. En tout cas, qui ont une aura. Ils n'ont pas été innovants, ils n'ont pas été percutants, ils ont sorti, on va dire, des propositions qui sont toujours les mêmes, qui ne sont pas allés un peu plus loin sur des sujets type le partage de la valeur, et donc ils n'ont pas été entendus. Il n'y a pas de disruption, d'innovation, ça je suis d'accord. À droite non plus. Mais à droite non plus, à droite non plus, on a ressorti les vieilles recettes. Serge Papin, un mot et même plusieurs si vous le souhaitez, puis on abordera en troisième partie ce fameux sondage dont je vous parle beaucoup parce qu'il est important à 5 jours d'en parler et de s'y intéresser de près. Évidemment, dans quel état d'esprit vous êtes à l'égard de ce que vous venez d'entendre ? C'est-à-dire que le président Macron, 5 ans en exercice, les Français à 36% disent seulement 36% disent oui, il a fait quelque chose pour le pouvoir d'achat. C'est un casse-tête quand même cette question du pouvoir d'achat. Marc Landré dit un peu moins, mais ça reste un casse-tête pour un pouvoir. Mais écoutez, on est dans un tel changement d'époque. Vous vous rendez compte ? Je pense que l'exception est une constante. C'est-à-dire qu'entre les crises climatiques, crises énergétiques, crises pandémiques, la crise géopolitique, on est complètement désarçonné. Donc, je crois que le nouveau président, et alors, il n'en prend pas le chemin, en tous les cas, dans ce qui est annoncé de la part des candidats, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à chaque fois, c'est des propositions de sachants.
hein, qui descendent. Alors même qu'il faudrait quand même se dire au fond, pour la France, quel est notre futur souhaitable, ensemble, par rapport à la souveraineté dont on a besoin, par rapport au dialogue social dont on a besoin. J'écoutais Thibault qui parle du dividende salarié. En voilà une innovation intéressante qu'il faut mettre sur la table en matière de pouvoir d'achat. Et ces questions-là, on est toujours dans des débats clivants. Oui. Et je pense que c'est pour ça que La vieille politique. nos concitoyens, finalement, se sentent pas rassurés. Vous savez, les endroits où on se sent rassuré maintenant, où les gens se sentent rassurés, c'est le domicile Ouais. qui a pris de plus en plus d'importance, et peut-être l'entreprise. Hein, l'entreprise qui est aussi sur le bien commun, pas que sur son projet économique. Mais en tous les cas, pas forcément dans les projets politiques tels qu'ils nous sont annoncés. Je pense qu'on n'évitera pas une consultation importante sur une remise en cause peut-être des modèles anciens pour faire en sorte qu'on aille vers une réconciliation, qu'on aille vers un futur souhaitable, qui ne sera pas issu simplement de la reconduction du passé. Et ce débat-là, il faudra que le nouveau président, et peut-être, si certains ont plus d'enjeux de réélection, ils pourront peut-être poser ce débat pour qu'on change l'avenir. C'est en tout cas la voie de la sagesse, et vous dites qu'il faut réinventer le monde à l'aune de cette révolution, de ces transformations successives qui nous percutent. Parce qu'on n'a pas fini. Voilà. On n'a pas fini. Vous vous rendez compte entre les crises qui nous attendent et le rapport du GIEC, quand même si c'est et crise écologique. Qui est sorti. Voilà, c'est quand même quelque chose. Donc, comment on va faire si on ne prend pas tout ça en compte aussi? Il n'est pas trop tard. On n'a pas fini. Donc, il faut bien reposer les enjeux. Merci Serge Papin. Troisième partie, parce que c'est quand même important quand même de s'y pencher, évidemment, parce qu'on est à 5 jours d'une élection présidentielle, et Serge Papin nous dit quand même 2 choses intéressantes. On est resté sur de la vieille politique, finalement, un peu 20e siècle, du clash, d'opposition. Aucune vision aux Français. C'est-à-dire qu'on est sur des Et mesures. ils le ressentent dans le sondage. Oui, mais a raison. A raison. Vous êtes d'accord, Thibault Langsade? Vous avez évoqué beaucoup de sujets, de l'innovation, un peu de disruption, inventer le nouveau monde sur de nouvelles bases. Globalement, on a des propositions d'un classicisme total qui ne transforme rien. Oui. Et rendez-vous compte, je veux dire, après les chocs qu'on a connus, je veux dire, le choc du Covid, aujourd'hui le choc de la guerre, les candidats sont incapables, sont infoutus, anesthésiés, de proposer aux Français non pas un nouveau monde, mais une vision de la France dans lequel... Ce qu'évoquait Serge Papin. Ils veulent projeter les Français. On nous fait des micro-mesurettes, pour le pouvoir d'achat, là pour la sécurité, etc. Mais aucune capacité de se projeter. Un mot, Thibault Langsade, et notre troisième partie, parce que vous l'attendez évidemment, on est à 5 jours du premier tour, et ce sondage exclusif qu'on va découvrir dans quelques instants. Un mot, Thibault. Non, moi je suis extrêmement inquiet de la façon dont cette campagne s'est tournée, parce qu'elle s'est faite sur un débat, on va dire, extrêmement sécuritaire, un peu nauséeux, et ça a probablement occulté des visions qui pouvaient être peut-être mieux rendues audibles. Après, le président n'a pas fait de campagne, il n'a pas fait de campagne, et donc... voilà, il a eu un meeting, on va dire aussi rapide que 2017, puisque de mémoire, le programme est arrivé très tard en 2017, et puis il a été porté par son enthousiasme et par son projet et sa volonté. Et donc, quand on regarde le programme de Valérie Pécresse, une espèce de copier-coller de ce qu'il y avait eu en 2017, et donc il y a une sécheresse d'idées, de visions. Peut-être d'ailleurs Mélenchon se distingue un peu plus, mais il est sur sa trajectoire, on va dire. Mais voilà, il propose des choses. Je ne vais pas faire la promotion des idées de Jean-Luc Mélenchon, mais il a une trajectoire. Les autres, non, n'offrent pas de vision globale pour nos Français. Thibault Langsade, évidemment, on va découvrir avec Laure Salvin, Marc Landré et Serge Papin d'ailleurs, et tous ceux qui nous regardent, qui sont dans la salle avec nous, mais aussi évidemment devant leurs ordinateurs, ce sondage. Il est important à 5 jours donc, du premier tour de cette élection présidentielle 2022. On le découvre juste après ce mini jingle.
Troisième partie, j'accueille Mathieu Croissando, qui fait partie des habitués. Il y a Éric Revel qui va nous rejoindre parce que je ne veux pas qu'Éric ne soit pas avec nous pour deux raisons. D'abord parce que c'est le directeur de la publication de la revue L'Hémicycle, et puis qui nous a accompagnés très régulièrement dans l'émission. Mathieu Croissando aussi, journaliste politique, éditorialiste à BFM. Merci de nous rejoindre. On va rentrer dans le dur. Éric Revel, Mathieu Croissando, ce sondage, intention de vote, je l'ai fait un peu monter ce sondage parce que c'est vrai qu'on voit des dynamiques qui se croisent. Alors, et on le découvre tout de suite. Qui pourrait effectivement se croiser. Déjà, sur la campagne, effectivement, ce que ressentent les Français par rapport à la campagne, c'est du pessimisme. Ils s'assoient, vous avez vu, on s'assoit paisiblement, on est bien. Éric Revel, je vous salue. Mesdames, Messieurs, c'est bonsoir. un plaisir. Donc cette campagne, vous le disiez, elle est assez décevante. Les Français, qu'est-ce qu'ils ressentent? C'est intéressant aussi de s'intéresser justement au ressenti. Non mais voilà, et aux émotions des Français. Pessimisme, indifférence, colère, plus 10 par rapport à octobre 2021 quand même. C'est assez étonnant. Angoisse, plus 6 points également par rapport à octobre et peur, plus 7 points. Donc vraiment cette campagne, si en octobre on était encore un peu curieux, un peu optimiste, qu'il y avait un petit peu d'intérêt, là aujourd'hui elle a beaucoup déçu cette campagne et elle crée une certaine angoisse chez les Français. Laure Salvin, ce que vous faites très bien, c'est de faire monter le suspense. Parce Exactement. Que là, parce que c'est ça qui est intéressant. J'ai évoqué ce sondage, mais vous nous présentez les sentiments. Alors, je donne du contexte. Et voilà, quel est le contexte? Contextualisez. Exactement. Maintenant, en termes d'intention de vote, qu'est-ce que ça donne effectivement à 5 jours du scrutin? Ce qu'on voit, c'est la montée des extrêmes qui se poursuit, avec notamment Marine Le Pen qui continue vraiment à asseoir sa stature, à asseoir aussi sa position. Une dynamique, hein? Une dynamique très forte depuis plusieurs jours aujourd'hui. L'effet drapeau d'Emmanuel Macron, finalement, après l'entrée en guerre en Ukraine, eh bien, il se stabilise, il se tasse un peu. Et Emmanuel Macron revient à son score, finalement, d'avant la guerre. On le voit sur ces courbes-là, voilà. On voit bien les dynamiques. Donc, il n'y a pas eu cet effet qui permettait du... Il n'y a pas cet effet, en tout cas, qui a devant. persévéré. Il n'est pas resté autour de 30-31, comme on avait pu le voir il y a encore un mois. Et puis, alors vous parliez de courbes qui se croisent. Il y a effectivement une courbe qui se croise avec Jean-Luc Mélenchon et surtout qui se confirme. Jean-Luc Mélenchon est la troisième personnalité en termes d'intention de vote aujourd'hui en France. À 16, c'est ça? À 16%, qui dépasse donc Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Éric Zemmour qui ne s'effondre pas, qui reste assez stable depuis plusieurs semaines, qui est haut pour un outsider en politique. Valérie Pécresse, en revanche, qui continue, dégringole, en tout cas dans les intentions de vote, à baisser. Et puis, les autres candidats, je dirais, plus traditionnels, Parti socialiste, les écologistes, Parti communiste, etc., ils sont vraiment dans un mouchoir de poche, tous, en dessous de 10%, et même, pour la plupart, en dessous de 5%. Et Jean Lassalle, signalons-le, à égalité avec Fabien Roussel, 3 points. Exactement. Qui décroche un peu Fabien Roussel, parce qu'il était monté, et puis là, il a un petit trou d'air. Et Jean Lassalle profite d'ailleurs, je pense aussi, de l'exposition médiatique de ce début, notamment de campagne officielle, et effectivement remonte un petit peu dans les sondages. Et puis je pense l'effet aussi claqué de porte pour Jean Lassalle. Il avait dit qu'il quitterait la campagne, ce qui avait créé comme ça un événement. Et puis il a une campagne et un discours qui touche une partie, en tout cas, de l'électorat français. Et puis je pense qu'un des grands enseignements de ce sondage aujourd'hui, c'est les niveaux. On est à 25% aujourd'hui pour Emmanuel Macron, 23% d'intention de vote pour Marine Le Pen. Un écart qu'on n'a jamais vu. On est dans la marge d'erreur ou pas là? On est clairement dans la marge d'erreur. On est dans la marge d'erreur. Un dernier mot avant de donner la parole à Mathieu Croissando, parce que ce sondage dit quelque chose d'assez intéressant. Le nombre d'électeurs, la cristallisation, parce qu'on va en parler, combien d'électeurs aujourd'hui n'ont pas encore choisi à 5 jours là? Parce qu'il y en avait 1 sur 2 et ça baisse doucement. Ça baisse doucement. On est plutôt aux alentours d'un tiers des électeurs qui nous disent aujourd'hui n'avoir pas encore choisi et ne pas savoir également s'ils vont aller voter. En fait, ils hésitent entre plusieurs candidats et même ils hésitent à se mobiliser pour ce premier tour. Mathieu Croissando et Éric Revel, évidemment, et nos invités, parce que vous avez évidemment la parole sur ce sujet. Il y a une forme de dynamique qu'on avait vu poindre il y a quelques jours, voire quelques semaines. Marine Le Pen en dynamique et Emmanuel Macron qui se tassait doucement. Et là, c'est vérifié dans ce sondage. C'est plus qu'une dynamique pour Marine Le Pen. On était dans un mouchoir de poche, souvenez-vous, il y a un peu plus d'un mois, entre Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Aujourd'hui, elle les a largués, donc il n'y a plus de sujet. Emmanuel Macron, lui, il y a eu l'effet drapeau, et puis il y a eu son effet entrée en campagne. Il est rentré en campagne le 3 mars, effet de candidature. Un peu tard, disent certains. Un peu tard. Nicolas Sarkozy, en 2012, était rentré le 15 février.
15 jours d'écart, c'est pas non plus la mer à boire. Moi, je ne suis pas d'accord, je vous ai entendu parler sur il n'y a pas eu de campagne. Les Français sont déçus, ça c'est évident. Mais cette campagne, elle a lieu depuis septembre dernier. Les gens dévoilent leur programme. Alors Emmanuel Macron, lui, n'a pas dévoilé sa candidature, mais ça faisait mystère pour personne. Et il n'a pas dévoilé ses mesures, sauf il y a à peine 3 semaines désormais. Mais tous les autres ont pu faire campagne. Tous les autres ont pu parler du bilan d'Emmanuel Macron. Valérie Pécresse l'a fait en tapant comme une sourde, en disant il a cramé la caisse. Elle l'a répété depuis 8 mois. Je pense qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même si ça n'a pas pris. Ce débat sur le bilan, il a eu lieu. J'en reviens à ce que je disais. Emmanuel Macron, il est monté et en fait, il efface l'effet drapeau et l'effet entrée en campagne. À mon avis, pour une raison simple, c'est qu'il mène une très mauvaise campagne. Une non-campagne. Enfin, Mathieu, non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, en tout cas, ce qu'il a choisi de faire est pas bon. Quand on fait une conférence de presse de 4h10 sur son programme avec les journalistes, dont la seule mesure qui ressort est une mesure qui est jugée punitive par les Français, cette histoire de retraite à 65 ans, on en pense qu'on en veut, est-ce qu'il faut la faire, est-ce qu'il ne faut pas la faire, mais c'est perçu comme une mesure punitive. Puis il y a le RSA aussi dans le tuyau, voilà, on doit bosser. Il n'y a pas eu de... Marc Landré le soulignait, c'est une addition de mesures, il n'y a pas de projet, donc il n'y a pas de vision, donc c'est des programmes, catalogues. Et la seule mesure qui ressort, c'est celle-là, donc elle est punitive. Deuxième chose, il avait pour lui la crédibilité parce qu'il est aux manches, et tout le monde disait c'est le président de la République, il est aux affaires, il sait gérer. Il se tape quoi? L'affaire McKinsey, enfin, on peut considérer que c'est une affaire, que ça n'en est pas une, mais en tout cas, il ne sait pas s'en dépêtrer. Et qu'est-ce que ça dit McKinsey? Que ce président qu'on jugeait crédible, capable de tout faire, est obligé de se faire conseiller à hauteur d'1 milliard par an par des cabinets privés. Je fais un raccourci et je caricature évidemment, mais c'est en tout cas comme ça que c'est perçu par une grande partie des gens qui réagissent dans l'opinion à cette affaire-là. Et puis enfin, troisième chose, alors qu'on pensait qu'il était entouré des plus brillants stratèges de l'Élysée, il fait quelque chose d'assez absurde, moi je trouve, c'est ce refus de débat, parce qu'il est plutôt pas mauvais dans le débat, cette campagne avec très peu de déplacements, il fait un meeting de 2h10 samedi dernier, à un moment où on est dans une période dite de l'égalité stricte de temps de parole. Il n'est pas diffusé sur plusieurs chaînes. Donc pas être diffusé sur l'essentiel des chaînes. Enfin, il l'aurait fait une semaine plus tôt, le week-end où Éric Zemmour l'a fait au Trocadéro, tout le monde aurait eu son meeting. Donc on peut dire ce qu'on veut, peut-être que tout ça est hyper sioux, c'est qu'au final ça créera un effet waouh. Moi je trouve que on peut écrire aujourd'hui le papier qui fera que le score d'Emmanuel Macron sera moins élevé que prévu. Je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas ça n'est pas étonnant. Et ensuite Jean-Luc Mélenchon. Il a fait donc des erreurs. Enfin selon vous, il y a des erreurs. Je pense qu'il n'a pas mené une bonne campagne. Alors après c'est pas pour ça qu'il va se faire battre, c'est pas ce que je dis, mais lui, qu'on imagine, il voulait un effet blast, il voulait tout sulfater, il voulait montrer à tout le monde que c'était le plus fort. Je trouve que sa campagne n'est pas terrible. Alors que Marine Le Pen, elle, poursuit son chemin, et ça nous ramène à notre thème du jour. Petit bonhomme de chemin. Sur le pouvoir d'achat. C'est quand même la première qui a récupéré ce thème, il faut le dire, et qui a mis son drapeau dessus. En septembre dernier, souvenez-vous, Marine Le Pen a fait campagne sur liberté, liberté chérie. Elle n'est pas du tout là-dessus. La droite, qui n'a pas travaillé, fait campagne comme d'habitude quand elle n'a pas travaillé sur l'immigration et la sécurité. Elle a les yeux rivés sur Zemmour. Yannick Jadot, lui, fait campagne sur la transition écologique. Même Jean-Luc Mélenchon nous parle de 6ème République plutôt que de pouvoir d'achat, alors qu'il défend par ailleurs le SMIC à 1400 €. Anne Hidalgo propose le doublement du salaire des enseignants. Alors là, on peut se dire, tiens, elle a senti le pouvoir d'achat. Non, pas de peau. En fait, quand les socialistes rentrent en campagne, ils y vont toujours par l'éducation. François Hollande avait promis 60 000 profs. Anne Hidalgo promet de doubler le salaire des enseignants. Elle l'a fait pour cette raison-là. Puis ensuite, elle a enterré sa promesse parce qu'elle a compris que ça serait compliqué. Bref, tout le monde était à côté de la plaque. Et le pouvoir d'achat s'est introduit dans la campagne comme un facteur exogène, on l'a dit, à cause de la crise Covid, à cause ensuite de la flambée des prix de l'énergie et de la guerre en Ukraine. Et ils étaient tous sur la même ligne. Et d'habitude, c'est une tradition de gauche, c'est ce que disait, c'est une thématique de gauche, c'est ce que disait Thibault Langsat tout à l'heure. Et c'est Marine Le Pen qui va planter son drapeau dessus et qui va passer pour la plus crédible dans la matière. Parce qu'elle mène une campagne de proximité, parce que c'est la première à dire qu'il faut baisser la TVA sur l'essence, qui est une mesure... Et sans cette question du pouvoir d'achat qui est centrale. Elle a eu du pif, elle était prise à revers sur l'immigration, sur la sécurité, parce qu'il y avait beaucoup de concurrence, elle a senti ça, c'est avoir du nez politique. Alors, et dernière chose, Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai, progresse lui aussi, il a fini par se remettre. Souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon, il fait des meetings sur l'espace et sur l'environnement et sur la mer. On est, je ne sais plus si c'était au début de l'année ou à la fin de l'année dernière. Donc là, on n'y était pas du tout sur le pouvoir d'achat. Et lui, il remonte parce qu'il incarne une sorte de ce qui reste de fierté à gauche, de gens qui se disent pourquoi pas, je ne suis pas tellement mélenchoniste, mais je vais voter pour lui parce que c'est le seul qui peut. Mais regardez bien ces courbes, elles sont parallèles avec Marine Le Pen. C'est des votes qui captent la colère, chacun dans leur camp, qui mangent le même électorat, c'est-à-dire des gens soit très motivés, soit qui s'abstiennent. Et c'est là où est le gros point d'interrogation, et j'en termine. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai, ont des courbes qui progressent, mais
leur réservoir traditionnel de voix, qui sont les abstentionnistes, qui sont les classes populaires, les moins diplômés, les ouvriers et les jeunes, sont traditionnellement les catégories socio-professionnelles qui s'abstiennent le plus. Donc ça laisse un point d'interrogation. Qui au final, effectivement, ne vont pas voter. Et c'est vrai que l'abstention va être, et la participation même déterminante, on peut le dire chaque année, mais c'est vrai Vous avez un que chiffre, là, parce que c'est... certains disent qu'effectivement, il y aura une participation plus faible, de quoi, de 7 points, inférieure, 6 points. On n'a pas de chiffres, on ne l'a pas mesuré dans ce dernier sondage, mais c'est vrai que ce qu'on voit, c'est un intérêt moins important qu'en 2017, une intention d'aller voter moins importante également, et puis une hésitation qui est beaucoup plus forte que les autres années. Et juste sur les extrêmes, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a aussi dans ce contexte de crise post-Covid et Ukraine, pardon, et en plein dans l'Ukraine, le sentiment aussi qu'on va se retourner vers finalement peut-être des gens qui ont fait aussi de la politique depuis plus longtemps que les autres. C'est le cas de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, qui ont une stature et une assise suffisamment forte pour pouvoir mener ce genre de, en tout cas, passer par ce genre de crise. Je donnerai la parole à Marc Landré, évidemment, à Thibault Langsade et à Serge Papin qui est avec nous et que je remercie encore d'être avec nous. Mais on a la photographie du second tour. J'aimerais dire avec la marge d'erreur. Oui, bien sûr. J'aimerais dire plusieurs choses. Bon, l'analyse de Mathieu Croissando est impeccable. Je partage tout jusqu'à la fin où je ne suis pas d'accord. Et je vais parler aussi de la question des extrêmes. Je vais commencer par les extrêmes. Aujourd'hui, ceux qu'on catalogue extrémistes, c'est Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Ce qu'il faut voir, c'est quel que soit le résultat de cette élection présidentielle, c'est que la bataille suivante, après les législatives, ce sera la reconstruction de la gauche et de la droite. Or, en réalité, ce qui va se jouer là, c'est le pôle à partir duquel, à droite comme à gauche, la droite va se reconstruire et la gauche va se reconstruire. Et vous verrez que ce qu'on appelle aujourd'hui les extrêmes vont se normaliser parce que dans le paysage politique qui sera reconstruit après les élections, mais ce sera normalisé, Éric. Oui, non, mais ce sera les repères. Ouais. Ce sera eux qui donneront le centre de gravité. Ouais. Donc en réalité, oui, la facilité de langage traditionnelle, c'est de parler d'extrême, mais en réalité, regardez ce qui va se passer ensuite. Maintenant, sur les réservoirs de vote, Mathieu, il y a quand même une grande différence, et là, j'attire votre attention. C'est que, ok, les jeunes s'abstiennent majoritairement. Les classes populaires, Marine Le Pen fait le plein, quasiment, notamment historiquement au détriment du Parti communiste. Mais en réalité, la grande atypie de ce scrutin, me semble-t-il, c'est que Marine Le Pen subit une double poussée positive grâce à Éric Zemmour. La première, c'est qu'il l'a décalé sur la gauche, il l'a centré. Et la deuxième, c'est que, contrairement aux élections précédentes, il y a un autre candidat de cette droite nationale extrême qui constitue un réservoir de voix. C'est une nouveauté. Et la troisième chose qu'on oublie, parce que ce n'est pas politiquement correct de le dire, c'est qu'une partie de l'électorat de LFI, la France Insoumise, vote au second tour à 35, ça dépend des sondages, 40%, pour Marine Le Pen. 25 et 35. Pour Marine Le Pen. Donc en réalité, au-delà de la dynamique qu'on constate clairement... Et 30% chez les LR, enfin environ... Oui. Bon, ça, c'est plus traditionnel, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'imagine pas, quand on voit un débat Mélenchon-Le Pen, qu'une partie de l'électorat de l'un et de l'autre respecte une sorte de porosité quand même. Tout ça constituant, pour Marine Le Pen, si elle est au second tour, apparemment ça va être le cas, un réservoir de vote important. Mais tu as tout à fait raison. Mathieu Croissando, un mot et nos invités. Je parlais du premier tour, et tu as tout à fait raison. Au second tour, Marine Le Pen va se retrouver dans une situation inédite, car pour la première fois de son histoire politique, elle va avoir des réserves de voix. Si je me permets, bien sûr. Un point quand même sur l'inflation, parce que c'est très important. Moi, la proposition qu'a portée Thibault Langsade, je la trouve très intéressante sur le partage de la richesse, cette histoire de dividendes salariés, c'est-à-dire finalement ne pas permettre à les entreprises de distribuer un dividende si elles ne distribuent pas une participation. Par Emmanuel Macron. Si elles ne distribuent pas une participation aux salariés. Ça, je trouve ça très astucieux. Parce que je ne crois pas du tout à la hausse des salaires. Marc en parlait tout à l'heure, ce sondage de la CPME qui montre que 86% des PME sont en train de rogner sur leur marge. Donc si vous n'avez pas de marge et pas de trésorerie, vous ne pouvez pas augmenter les salaires. Et je rappelle que l'augmentation des salaires, c'est aussi... Vous n'avez pas de partage de la valeur non plus. Non, certes. Mais bon, il faudra bien trouver une solution au pouvoir d'achat, comme dirait Serge Papin. Et je rappelle aussi quand même, ça c'est toujours un peu difficile de faire passer l'idée, c'est que quand vous augmentez les salaires, ça a une répercussion négative sur les coûts de production et donc sur les prix. Donc en fait, une augmentation même massive des salaires, c'est une augmentation à terme de l'inflation.
en réalité. Sauf si vous baissez les charges. Sauf si vous baissez Et les c'est ce charges. que proposent tous les candidats. Alors, il y a Quasiment. peut-être un point, moi, qui m'intéresserait, c'est, puisqu'on assure en ce moment la présidence de l'Union européenne et qu'on a besoin de l'aval de Bruxelles, ça c'est mon côté souverainiste, pour baisser les taux de TVA, peut-être qu'on pourrait avoir une mesure conjoncturelle qui consisterait à baisser le taux de TVA sur les prix des produits de première nécessité, Ouais, temporairement, à pour 5,5, permettre ouais. aux plus déshérités, aux plus en difficulté Ou aux classes financières moyennes, hein, Eric, on dans l'a ce pays, entendu ou aux aussi. classes moyennes, Oui. de passer ce cap. Et où je suis très inquiet, et je partage, et après je m'arrête le point de Thibault, c'est que vous avez un économiste qui s'appelle Milton Friedman, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais enfin qui a conceptualisé l'effet richesse. L'effet richesse, c'est de dire que les ménages dans un pays, quand ils ont l'impression que leur patrimoine financier ou immobilier augmente, même s'ils ne vendent pas leur participation financière et même s'ils ne vendent pas leur appartement, ils ont tendance à plus consommer parce qu'ils sont portés par cette euphorie, ce qu'on appelle l'effet richesse. Eh bien aujourd'hui, quand on se souvient que le principal moteur de la croissance française, c'est la consommation, l'effet richesse est négatif en France pour tout ce qu'on a dit, les crises qui se succèdent, et donc la consommation des ménages français risque de prendre une claque. Oui. Et donc, ce que prévoit peut-être Thibault Langsat, c'est-à-dire sinon une récession, en tout cas une grosse difficulté pour l'économie française, À la rentrée. elle est peut-être devant nous. Pour celui ou celle qui sera élu président de la République, parce que le plus dur reste à faire, avec tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure. Serge Papin, qu'est-ce que vous inspire ce sondage de la fenêtre où vous vous situez, c'est-à-dire de l'endroit où vous êtes? Comment vous le regardez, ce sondage? 25-23, Emmanuel Macron 25, Marine Le Pen 23, et on est entré dans ce qu'on appelle les marges d'erreur, puisque je parle sous le contrôle d'une sondeuse. Oui, alors, ce qui l'inspire, c'est qu'il a tous les ferments du clivage. C'est ça le problème, parce que quand on regarde 25%, si j'en crois l'abstention prévue, on sera maximum à 70%. Enfin, je parle sous le contrôle des sondeurs. Qui veut dire qu'au premier tour, qui est le tour du choix, le président de la République, la présidente de la République, va être élue avec 17% des suffrages. Alors, vous vous rendez compte comment, après, faire en sorte qu'il y ait une cohésion dans ce pays, qu'on retrouve Ça, c'est vrai. ensemble quand on est Ça fait à chacune élection, ouais, bien sûr. 17%. C'est ça le problème. Donc on voit bien là, enfin me semble-t-il, qu'on est au bout, d'un modèle peut-être, ouais, et qu'il d'accord. faudra bien revisiter un petit peu les choses. Comme tout à l'heure disait Éric Revel, il faut sortir de l'idée du salaire et parler des revenus. Il faudra peut-être faire appel à l'intelligence collective de tous les citoyens pour se dire au fond comment on réinvente un peu les choses. Il faudrait que les hommes politiques aient le courage de faire ça, parce qu'on voit bien, là vous vous rendez compte, la présidente ou le président de la République élu avec 17% des Français simplement. Ça veut dire qu'une immense majorité n'aura pas voté pour lui. C'est vrai aussi, Serge Papin, bien sûr au présidentiel, mais c'est vrai aux législatives ou sur un bassin de 5 000 électeurs. Un député est élu avec 10 000, 15 000 électeurs. Il faut imaginer, je n'ai pas la solution là non plus, mais il faut poser le débat. Enfin, dans votre discours, Serge Papin, vous dites qu'on est finalement sur beaucoup de sujets, on n'est pas assez innovant, on est arrivé au bout d'une histoire et qu'il faut réinventer le modèle. Thibault Langsat, changement d'époque. Ça vous évoque quoi, ce sondage? Parce que c'est vrai qu'il y a Marine Le Pen qui est dans ce qu'on appelle la dynamique électorale, et puis on a un candidat sortant qui, lui, est plutôt en train de piquer du nez. Non, mais moi, je ne vais pas redire ce qui a été très justement exprimé avec une de votre analyse très fenêtre. pertinente. Mais ma fenêtre, moi, ce que je vois tout de suite, c'est est-ce que les Français ont bien compris qu'il y avait un Frexit qui était en train de se positionner? Est-ce que les Français ont bien compris que les frontières allaient être fermées et que par conséquent, ça allait entraver? Bien sûr qu'elle en a parlé, que ça allait entraver la libre circulation des produits. Est-ce qu'elle a bien compris que la souveraineté, quand un pays n'est pas préparé, ça ne peut pas fonctionner? Donc moi, en tant qu'entrepreneur, quand je vois cela, évidemment, on peut se poser la question de savoir comment une majorité peut se dessiner si le président de la République est réélu. Sur quelle base, avec quelle majorité? Évidemment, ce sont des questions, mais quand on voit cette marge d'erreur, alors je pense que vous n'évoquerez pas le second tour, peut-être probablement pour nous ménager une soirée agréable, mais moi, quand je vois cela, je me dis, mais est-ce que les Français ont bien compris, au-delà de la colère, du ressenti, de l'exaspération, qui est peut-être légitime sur 20 années, 30 années de messages politiques non perçus,
il y a tout de même un programme derrière. Et quand on regarde le programme de Marine Le Pen, et quand on l'analyse, quand on veut le chiffrer, on s'aperçoit que c'est extrêmement dangereux pour notre économie. Je garderais bien de faire d'autres commentaires sur des sujets où je suis moins à l'aise, mais en tant qu'entrepreneur, c'est pour moi une vraie frayeur, parce que ça va tétaniser notre économie. Je ne parle pas du regard que l'on aura de l'étranger, la répercussion sur les taux et les mécanismes en chaîne que ça peut générer. Quand vous avez une dette aussi importante et que derrière vous avez une dégradation de la cotation de la note française, eh bien les problèmes sont généralement pas très loin derrière. Juste un petit moment d'histoire, parce que j'avais couvert en 2002 les manifs quand Le Pen était arrivé au second tour. Il y a eu des manifs dans Paris qui étaient incroyables. Oui, oui. Le 1er mai, bien sûr, avec des émeutes, avec des bagarres, avec des violences, avec des CRS, avec des slogans incroyables. La dédiabolisation et le parcours qu'a parcouru le Front National devenu le RN, passer des mains du père à la fille, enfin, c'est un chemin. C'est bien que vous preniez C'est cet une exemple, route, je vais vous c'est dire incroyable. pourquoi. Je vais mettre en colère Thibault Langsat. Je veux Ah dire oui. pourquoi c'est important. C'est bien de prendre cet exemple. Parce qu'il y a un point commun, me semble-t-il. Je ne lui souhaite pas la même aventure, évidemment, vous l'aurez compris. Mais je trouve qu'il y a un point commun entre la campagne actuelle d'Emmanuel Macron et celle, à l'époque, de Jospin. De Jospin, oui. C'est cette espèce d'assurance. D'assurance. Une vidéo circule, hein, vous avez vu. Jospin, il donne une interview où il dit « Moi, Ouais. pas au second tour, mais enfin... Il rit aux éclats. Bon, donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Une campagne présidentielle, c'est toujours la rencontre d'un homme, d'une femme et d'un peuple. Et que si vous ne faites pas campagne, ou comme disait Mathieu, si vous faites une mauvaise campagne, ben vous risquez de passer à côté de votre sujet. Et je vous rappelle que... Ce qui est un peu le cas là, en on ce ne parlait moment. même pas de dynamique à l'époque pour Le Pen, parce que j'ai en mémoire un sondage qui n'était pas un sondage Kantar, qui était 15 jours avant le fameux face-à-face tant vanté Jacques Chirac et Lionel Jospin, qui était Chirac 24, Jospin 22, Chevènement 14, Le Pen 8. Tout à fait. Il était à 8 en mars. Il était à 8. Bon, c'est juste. voilà. Et là, il n'y avait pas du tout de dynamique. Donc, se dire que tout est fait, qu'il n'y a pas de problème, qu'on est le plus intelligent, qu'on a les meilleures solutions, à mon avis, c'est un péché mortel en politique. Il fallait qu'il relève un peu Mais plus je ses manches. mais je donne pas de leçon, évidemment, D'accord. au président candidat. Hein. Mathieu Croissando, La ça. première, c'est que si on revoit le sondage, c'est exactement le paysage politique que souhaitait Emmanuel Macron. Oui, il cherchait ce une duel, grosse hein. force centrale qu'il prétend incarner, une extrême droite et une extrême gauche. La deuxième chose... Et une droite qu'il a laminée. Et une droite qui n'existe plus, puisqu'il a pris ses idées économiques et il laisse à la droite, en gros, l'identitaire, la conservation. Et Valérie Pécresse n'a pas fait campagne sur le libéralisme économique, elle a fait campagne sur l'identitaire et la sécurité. C'était son choix. Et elle est passée à côté. Ensuite, d'ailleurs, sur cette- juste une chose, le second tour, c'est quand même une autre campagne qui démarre. Il faut le savoir. C'est-à-dire que C'est 15 là, jours, c'est hein. classique, on choisit et on élimine. En gros, au second tour, vous posez la question de savoir à qui vous donnez les clés du camion. Et là va démarrer une nouvelle campagne, parce qu'on va tous faire des papiers sur avec qui dirige Marine Le Pen, avec qui dirige Emmanuel Macron. Et pas mal de gens qui étaient dans un vote de colère ou de protestation ou pour faire la nique au système au premier tour, qui vont peut-être changer d'avis. Et troisième chose, sur tout ce qu'on s'est dit sur le pouvoir d'achat, sur qui doit réinventer, je pense que tout le monde. Et oui, les politiques doivent se réinventer, oui, ils doivent trouver des solutions, mais les entrepreneurs aussi. Moi, ça fait près de 30 ans que je suis journaliste. J'ai jamais connu une année, et j'ai été journaliste économique, où j'ai entendu, que ce soit le MEDEF, que ce soit des entrepreneurs, dire bah, c'est l'année où on va augmenter les salaires. Ça n'est jamais le moment. Il faut se le dire aussi. Oui, Je c'est veux dire, vrai. soit ça n'est pas le Ça moment parce tombe que c'est la toujours assez crise, mal. soit c'est plus la crise et il faut reconstituer les marges. Et puis après, c'est de nouveau la crise. Donc voilà, il y a un moment, il va falloir repenser et arrêter d'avoir une forme Un de petit langue coup de de bois gueule de là-dessus. Mathieu Croissando, Non, mais ouais. c'est vrai. Oui, je c'est veux vrai, dire, c'est vrai. parce que c'est aussi ça qui crée C'est jamais l'heure. la colère sociale. Je veux dire, il y a une Je doxa reconnais dominante. moi-même que c'est pas faux. C'est pas faux. Tu Et peux là, pas non, citer mais je une vous année, dis, on se dit, moi, je suis c'est plutôt vrai, c'est vrai, ça un n'est jamais journaliste arrivé. libéral, mais je dois reconnaître quand même que il faut qu'on ait vraiment le nez dans la question du pouvoir d'achat qui devient vraiment... on est à la limite d'une crise sociale en France pour que... Et c'est très bien que vous ayez cette proposition, mon cher Thibault, de dividendes salariés, mais pour qu'on se pose définitivement la question. Je ne pense pas que, même si on réinvente nos politiques, je ne pense pas qu'on passera à côté d'une augmentation du pouvoir d'achat des Français cette fois. Je ne le pense pas. Parce que l'inflation qu'on subit aujourd'hui, il y a une inflation qui ne devait pas durer, qui était celle de la reprise, que vous aviez très bien expliqué tout à l'heure, avec des goulots d'étranglement tellement que la reprise mondiale, hein, celle-ci, elle ne devait pas durer, mais elle s'additionne avec une inflation, maintenant qui va beaucoup plus durer, qui est due à l'augmentation des matières premières. Et là, les Français, ils le voient bien, ils le sentent dans leur vie de tous les jours. Vous avez des témoignages en radio, en télé, de gens qui vous disent « je suis à 10 € près, je ne peux plus rien faire ». Je veux dire, c'est des clair, cas bien sûr, absolument, bien sûr. absolument concrets. D'ailleurs, c'est le reste Et à puis- vivre, hein, on ne l'a pas utilisé ce Et mot, mais puis, c'est le moi, reste à vivre. j'aime après. bien parce que il y avait l'économie politique chez Thémis de Raymond Barre, qui était le meilleur économiste de France. C'est Et vrai. il avait eu cette formule que je trouve très juste et qui devrait interroger les chefs d'entreprise
quant au décalage entre pouvoir d'achat et inflation. Raymond Barre disait, l'inflation, c'est comme un tube dentifrice, vous appuyez dessus, la pâte, elle sort, mais après, pour la faire rentrer, On ne la fait pas rentrer. bon courage. Voyez. Donc l'inflation, elle peut durer, elle peut emmener... voilà. Et la responsabilité peut-être politique des chefs d'entreprise, dans lesquels les Français ont plus confiance d'ailleurs que dans la classe politique, dans les sondages, c'est peut-être de faire attention à ça, de passer à côté d'une augmentation du pouvoir d'achat, des salaires ou des revenus, d'un meilleur partage de la richesse. À mon avis, ce serait une erreur pour le système et pour les entreprises. 2 minutes, Laure Salvin voulait intervenir. Je rappelle qu'effectivement, pour corroborer ce que dit Eric Revel, le livre de Stewart Shaw et de Frédéric Dabi, un de vos collègues, indique que chez les jeunes, en tout cas, c'est l'État est en toute dernière position et c'est l'entreprise. Un petit livre de Maurice Lévy, qui est le président du Conseil de surveillance de Publicis, qui s'appelait Ouvrez les yeux, sur les classes moyennes, justement, et sur la peur, non pas du grand remplacement, mais du grand déclassement, des classes moyennes pour eux-mêmes par rapport à leur pouvoir d'achat, mais surtout pour leurs enfants. On est dedans. C'est ça qu'il était On est dedans, d'ailleurs. Effectivement, avec plus de 50% des Français qui se considèrent dans la classe moyenne, en fait. Même, on est quasiment à 70% des Français qui se considèrent dans la classe moyenne. Donc, finalement, c'est eux, directement, qui ont le sentiment de pâtir de cette perte de pouvoir d'achat. Moi, je voulais revenir sur 2 points. Vous m'aviez interpellé sur le second tour. Juste, je voulais décider que... je voulais vous dire, effectivement, que... non, c'est pas ça. Mais que, avec l'hémicycle et l'EPOCA, on a décidé que, en effet, la campagne d'un second tour, c'est une autre campagne. On ne peut pas décider d'une intention de vote de second tour tant qu'on n'a pas le résultat du premier tour. Donc, on ne publicise pas et on ne médiatise pas de second tour, etc. Donc voilà, donc c'est aussi pour dire qu'on ne le fait pas, c'est pas parce que je veux que vous passiez une bonne soirée, c'est aussi parce que ça n'a pas de sens selon nous et on ferme les tient fenêtres et on range les questions parce que vous n'avez pas ces chiffres. Exactement. Comparé à d'autres instituts qui eux, décident de travailler sur un chacun fait ce qu'il veut, mais effectivement, voilà, nous c'est en concertation et ce n'est pas par hasard qu'on l'a fait. Et puis deuxième chose, je dirais juste que moi ce sondage, il me dit aussi quelque chose, c'est que finalement 2017 c'était pas un accident politique et qu'on n'est pas forcément en reconstruction de la droite et de la gauche à la sortie de cette élection. On est plutôt sur une recomposition, une transformation. Et qui n'avait pas été terminée en 2017. Vous avez un parti unique qui s'appellerait En Marche. Là, j'étais inquiet. Non, mais elle a raison, Mathieu Croissando. La recomposition n'était pas complète. Là, on peut imaginer qu'elle le soit. Le Parti socialiste va s'effondrer. Il est à 2,5. Attention, une dichotomie absolue entre politique nationale, c'est-à-dire la présidentielle, c'est les courbes que vous voyez là, et politique locale. Où LR et le PS ont quand même gardé des bastions au municipal comme au régional et où la République En Marche est absolument inexistante. Tout à fait. Mais je pense que la distorsion va être compliquée à tenir aussi à un moment donné. Éric. Dramatique, catastrophique, personne ne peut envier sa place, c'est Valérie Pécresse. Parce que Valérie Pécresse, donc pas présente au second tour, qu'est-ce qu'elle fait ? Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait entre les 2 tours? Elle appelle à voter Macron, les LR sont morts. Elle s'abstient, les LR sont morts. Elle appelle à voter Marine Le Pen, les LR sont morts. Donc en fait, c'est dans tous les cas, ils sont morts. Donc ça veut dire que tout ça explose et tout ça se reconstruit. C'est obligatoire. Comment Valérie Pécresse se sort de cette situation? Elle s'abstient. Et puis il y aura un débat aussi sur Éric Zemmour qui a quand même animé cette campagne, il faut quand même le dire, puisque c'est notre dernière émission. Il a tapé tellement fort sur Marine Le Pen, est-ce qu'il appellera ou pas, puisque 81% de ses électeurs chez un sondage concurrent... Elle ne cherche pas de ralliement. Elle ne cherche pas de ralliement, elle n'a pas prévu de meeting commun alors qu'Éric Zemmour a dit. Elle n'en a pas besoin. Elle parlera aux électeurs et elle n'a pas besoin d'aller chercher un ralliement d'Éric Zemmour comme elle l'avait fait pour Nicolas Dupont-Aignan en 2017. On a bien balayé le spectre, non pas devant la porte, mais le spectre de ce sondage, tant sur le pouvoir d'achat. Est-ce que vous vouliez rajouter un mot conclusif? Parce qu'on attend évidemment avec impatience, Laure Salvin, le sondage à l'issue de ce premier tour que vous allez nous préparer et que peut-être vous nous présenterez sur ce plateau. Éric Revel, conclusion. Je voudrais remercier mon cher Arnaud pour avoir animé toutes ces soirées. Je voudrais remercier EPOCA, Romain Rousseau qui est le rédacteur en chef de l'hémicycle. Absolument. Tous nos invités qui sont venus sur tous les thèmes avec bienveillance. On a accueilli plein de gens. Manuel Valls, Anne Verjon, Jean-Pierre Raffarin. Bon voilà, j'oublie plein de gens. Des journalistes de talent. Voilà. Donc je voulais remercier tout le monde parce que et des chefs d'entreprise talentueux. Voilà. Merci à Thibault Langsade, merci à tous ceux qui sont venus, notamment aussi dans le public, participer à cette émission. Tous ceux qui ont réagi sur les réseaux sociaux, évidemment, à l'issue de cette émission. Merci à Mathieu Croissando, qu'on retrouve le matin et que je suis chaque matin. Je bois ses paroles devant mon café sur BFM. Merci à Marc Landré, que je lis évidemment avec beaucoup d'intérêt, rédacteur en chef au Figaro Écho. Merci Thibault Langsade. Lumines, c'est votre entreprise. Et puis, vous êtes aussi embarqué sur cette question
des dividendes salariaux, de la participation, de l'intéressement, qui est peut-être une des solutions pour limiter la casse. Je remercie évidemment Serge Papin, l'ancien président de Système U, qui a partagé et qui est à La Rochelle. Merci Serge et merci d'avoir partagé avec vous et avec nous votre vision de cette transformation de notre société. Merci Laure Salvin, merci à Kantar. Je fais un petit coucou à Emmanuel Rivière aussi. Portez-vous bien, cher Emmanuel. Merci au studio Victoire et à toutes les équipes techniques qui nous ont aidés à préparer l'émission. Merci à Mathieu Gabet qui nous avait fait cette promesse lors de la première émission de nous dévoiler le vainqueur. Eh bien, cette promesse n'aura pas été tenue et je m'en excuse pour tous ceux qui attendaient ce moment fatidique de l'émission d'avril. Merci à vous tous, merci à toutes les équipes, merci aux équipes d'Epoca et merci à vous Eric, c'est toujours un plaisir. Et puis lisez l'hémicycle, j'aimerais qu'on revoie l'hémicycle avant de nous quitter. Revue trimestrielle, évidemment, médias et politique avec de très belles interviews et des analyses aussi, notamment celle de Marcel Gaucher. Merci à vous, à très bientôt évidemment, et puis allez voter, c'est très important, hein. Tous aux urnes, bye bye. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio Victoire qui nous accueille aujourd'hui.